Salam alaikum. Bonsoir, monsieur. Merci de vous être connecté à l'heure. Sinon, sans plus tarder, on va commencer directement l'explication qui va être consacrée ce soir au chapitre 10, au chapitre 9, puis le chapitre 10 de notre système de management ISO 45001 version 2018. Bien sûr, un petit éclaircissement, c'est que le chapitre 45001, le chapitre 9 de la 45001, il va suivre les mêmes règles que les autres systèmes de management. Ça veut dire il va commencer par des exigences sur la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation. Pour voilà un système intégré, donc il s'agit d'instaurer de nouvelles pratiques pour la surveillance, la mesure et l'analyse et l'évaluation voilà des objectifs et des opérations relatives à la santé et la sécurité au travail, exploiter les données de cette surveillance et de cette évaluation pour évaluer la conformité, et puis on réalise des audits internes et des revues de direction qui nous permettront par la suite d'améliorer le système de management. C'est le chapitre suivant. Sinon, le premier point au niveau de l'évaluation des performances pour le chapitre 9 de la 45001, c'est le point qui concerne la surveillance. C'est ça. Donc, je les ai renversés au niveau des diapos, mais c'est le point 9.1.1, surveillance, mesure, analyse et évaluation. Alors, il s'agit à ce niveau d'établir des processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation. Alors, toujours, je répète, lorsque la norme vous dit ici qu'il faut établir des processus, il ne parle pas forcément de processus, ça veut dire un processus avec une fiche d'identité, des entrées, des sorties. Une procédure, c'est un processus. Ça veut dire c'est un ensemble d'activités pratiques à mettre en place. Donc, il s'agit d'établir tout simplement des procédures qui vous permettront de faire de la surveillance. Alors, la surveillance de quoi cette fois-ci? Donc, c'est pas la surveillance de la qualité du produit, ce n'est pas la surveillance des impacts environnementaux, mais la surveillance des dangers santé et sécurité. Ça veut dire, par exemple, toutes les vérifications de machines périodiques des machines que nous devons faire. On va établir notamment un registre dans lequel on va définir la liste des machines qui nécessiteront un contrôle régulier, parce que la vérification périodique, elle permet d'assurer et de garantir un certain niveau voilà, de la protection et de la préservation de la sécurité des travailleurs. Donc, on a des surveillances à réaliser. La surveillance, c'est aussi la surveillance, par exemple, des activités. Donc, le personnel, son niveau de connaissance, le fait d'évaluer le niveau de compétence et de détecter les besoins en formation, c'est aussi une surveillance euh, santé et sécurité. Les mesures, donc s'il existe des mesures à prendre, par exemple l'enregistrement de bruit, le niveau de bruit, mesurer notamment la qualité de l'air dans un endroit clos ou bien dans un espace d'intervention confiné. Donc s'il y a des mesures qui permettent de faire un suivi du niveau santé et sécurité. Donc, c'est le moment pour instaurer ces mesures. Sinon, l'analyse de ces données, donc les données de la mesure et de la surveillance, il faut les analyser et suite à cette analyse, on va faire des évaluations. Ça aussi, la surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation, donc ça concerne les, les, les objets ou bien les entités physiques, mais aussi le système lui-même. Donc, les données, on a parlé de l'approche processus pas mal de fois et nous avons dit qu'il faut pour chaque processus définir des indicateurs de suivi de la performance. Alors, ces indicateurs de suivi de la performance, ils concernent ou bien ils servent à surveiller les processus, à mesurer aussi la qualité de ces processus. Donc, la partie évaluation des performances, il s'agit d'exploiter les données de ces processus-là, de ces indicateurs-là, chose qui permet d'analyser la situation et de faire une évaluation
des performances de notre système de management. Donc, quand je parle ici donc de la surveillance et mesure, je parle de la partie concrète, donc les grandeurs physiques ou bien les choses matérielles, mais je parle aussi de la surveillance et de la mesure à travers des indicateurs de la performance du système ISO 45001. La norme, il nous demande clairement qu'il faut déterminer ce qu'il faut mesurer. Il faut savoir exactement quelles sont les entités que nous allons surveiller et mesurer. Par exemple, toutes les informations ou bien toutes les activités qui ont sous une exigence légale. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, la vérification périodique des machines et des équipements, c'est une exigence légale. On verra tout à l'heure un tableau qui définit voilà, les vérifications périodiques qui doivent être faites. Ça, c'est une sorte de mesure ou bien de surveillance qui décline d'une exigence légale. Donc, on mesure quoi ou bien on surveille quoi? Toute chose qui a une relation avec les exigences légales, que ce soit le côté hygiène, industriel, le côté sécurité et le côté santé. Les risques aussi. Donc, on fait une surveillance pour les activités qui représentent plus de risques ou bien qui représentent plus de dangers pour la santé et la sécurité. Donc, là aussi, il faut déterminer exactement les entités à mesurer, à surveiller, notamment dans votre document unique. Vous avez une liste de risques. Dans votre AMDEC Process, vous avez une liste de dangers. Alors, les activités responsables de dangers, surtout les dangers critiques, nécessitent euh, des surveillances et des mesures pour toujours rester vigilant. Alors, on va déterminer ce qu'il faut mesurer concrètement et ce qu'il faut vérifier. Objectifs SST, donc les objectifs de votre politique, on doit, à travers des indicateurs, suivre l'atteinte de ces objectifs. Alors, théoriquement, normalement, on a élaboré les processus et on a couplé chaque processus avec des indicateurs de suivi pour qui permettent de mesurer l'atteinte des objectifs. Mais aussi, pratiquement, je vous ai dit que à chaque fois qu'on commence le chapitre 8, réalisation des performances, euh, on commence réalisation des activités opérationnelles, on déclenche les activités pratiques et on déclenche avec elles tout moyen de mesure, de suivi d'efficacité, tous les indicateurs et pour le moment, ça veut dire en arrivant au stade évaluation des performances, on a déjà des données que nous allons analyser et que nous allons exploiter pour voir à quel point nos objectifs santé et sécurité sont atteints. Notamment, notre objectif, c'est d'avoir zéro incident et zéro accident pendant l'année. Alors, l'année, c'est cool. On a déjà déclenché le suivi de l'indicateur, par exemple, nombre d'accidents et nombre d'incidents pour chaque unité de travail. Vers la fin, on va collecter ces données, on va voir est-ce que cet objectif a été atteint ou pas. Et bien sûr, il faut mesurer l'efficacité des mesures. Ça veut dire le plan d'action que vous avez élaboré, dans lequel vous définissez des actions d'amélioration, des actions de prévention, des actions de correction. On a dit que chaque plan d'action, il doit contenir une case qui définit comment peut-on évaluer l'efficacité de la mesure. Ça, c'est applicable à tous les plans d'action qui existent dans le monde, qualité, sécurité, environnement. Peu importe le plan d'action, il y a toujours dans le plan d'action la question de quoi faire, comment le faire, qui va le faire, quand est-ce que nous devons le faire, et puis quels sont les moyens de mesure de l'efficacité de ces actions pour ne pas voilà, rester dans l'application de quelque chose qui n'aboutit pas vraiment au résultat. Alors il faut toujours rester en amélioration. Du coup, il y a des mesures qui doivent être faites pour l'efficacité, soit des mesures réelles ou bien des mesures à travers des indicateurs selon la nature de l'action. Donc, c'est le moment pour exploiter ces données et juger et évaluer est-ce que les mesures de notre plan d'action sont efficaces. Sinon, on va les changer et les améliorer. Choisir les méthodes de surveillance
et d'analyse valide. Bien sûr, pour qu'on puisse surveiller et mesurer l'atteinte soit des objectifs, soit l'évitement de certains risques et leur confrontation, soit l'efficacité de certaines actions, il faut choisir les bonnes méthodes de surveillance et d'analyse. Les indicateurs qui ont été choisis, c'est le moment pour juger de leur conformité, quoi. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment, euh, voilà, adéquats? Donc, les indicateurs que nous utilisons, est-ce que les méthodes de surveillance que nous utilisons sont adéquates? Par exemple, il y a le responsable HSE qui passe, qui utilise une checklist de vérification chaque jour pour vérifier l'utilisation ou bien le respect l'utilisation des EPI, pour vérifier l'état des EPI, pour vérifier en tout cas les locaux de travail, les 5 ES, l'ordre dans les postes de travail. Alors, il utilise une checklist de surveillance et de vérification. Vers la fin, on va exploiter ces données, mais peut-être que on va constater qu'au niveau de la checklist, on a peut-être raté des informations clés, on a oublié de rajouter certains points de vérification importants. Donc, c'est le moment pour revoir les méthodes de surveillance choisies. La norme, elle parle de choisir, mais surtout, puisqu'on est dans l'étape évaluation, c'est exploiter les méthodes et améliorer les méthodes. Définir les critères de performance, la fréquence et les moments d'analyse, ça veut dire quand je définis par exemple un indicateur de suivi ou bien de surveillance ou bien une mesure à réaliser, logiquement, il faut définir des critères. Quand est-ce que nous pouvons dire que c'est OK ou bien c'est KO? Quand est-ce qu'on peut dire que cet objectif est atteint ou pas? Donc, je fixe des cibles. Normalement, dans la planification déjà, on définit des cibles, des pourcentages par exemple, des nombres. En tout cas, on donne des limites à partir desquelles, des seuils à partir desquels on peut dire que l'objectif est atteint ou pas. Donc, ici, dans l'évaluation des performances, on compare entre les résultats des données que nous avons collectées, les données porteuses de sens que nous avons collectées, on compare avec les seuils qui ont été définis et les objectifs et les critères d'acceptation qui ont été définis, et puis on juge, et on fait l'évaluation. Bien sûr, pour ces critères, pour ces moyens de suivi de surveillance, on a déjà défini des fréquences pour, par exemple, est-ce que cette analyse périodique, est-ce que c'est donc euh, annuel, est-ce que c'est trimestriel, et ainsi de suite. Pourquoi on se passe pour fixer les seuils de performance ou les fréquences d'analyse? Ça veut dire sur quoi on se base plutôt pour fixer les seuils de performance et les fréquences d'analyse. Alors ça, c'est une bonne question. Donc, pour définir les seuils et les fréquences et les moments d'analyse, on a plusieurs critères à prendre en considération. D'abord, les exigences et surtout les exigences légales. Donc, je dois voir est-ce qu'il y a des vérifications euh, périodiques avec des critères préétablis par la loi que nous devons respecter. Donc, je commence par les vérifications, les surveillances qui sont vraiment euh, imposées et obligatoires. Donc, je commence par la législation d'abord, nationale bien sûr, selon le pays. Puis, je vais chercher par la suite, selon la nature de si, par exemple, cette activité ou bien ce processus ou bien cet objectif n'est pas lié à une exigence réglementaire, alors je vais voir la nature déjà de cet objectif ou bien la nature de ce prélèvement, ou bien de cette surveillance, ou bien de cette vérification qu'on va faire. S'il s'agit, par exemple, d'une activité voilà. Notamment, je vais faire le suivi du nombre d'accidents, donc le nombre d'accidents ou bien d'incidents. Alors, je peux tout simplement dire que le calcul de cet indicateur, il va être fait annuellement parce qu'à la fin de chaque année, nous disposons déjà de toutes les données nécessaires, de l'historique en tout cas des incidents et des accidents. Donc, on peut calculer sur toute l'année combien d'incidents et d'accidents. Mais pour certaines vérifications notamment la vérification périodique de certaines machines ou bien
le suivi ou bien plutôt le suivi de certains dangers comme les dangers chimiques. Donc les dangers chimiques, le fait de vérifier les locaux de travail, la bonne manipulation et ainsi de suite. Donc ça, je le fais par exemple une fois par trimestre pour voir comment les locaux d'entreposage des produits dangereux euh, sont en ordre, est-ce qu'il y a des changements qu'il faut apporter. Donc ça va dépendre dans un premier lieu de la législation s'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Donc ça va dépendre de la nature, de la grandeur qu'on cherche à surveiller ou bien de l'activité qu'on cherche à surveiller. Quand est-ce que les données vont être porteuses de sens? Donc c'est ça la question qui doit se poser. Quand est-ce que vraiment cet indicateur va me donner une idée sur voilà ou bien une vision claire sur l'activité en question. Quand est-ce que la grandeur que je vais calculer va être porteuse de sens? D'accord? Par exemple, je vais faire une vérification de l'état des équipements de protection individuelle. Alors, je vais choisir notamment une fréquence d'une fois chaque 6 mois, donc 2 fois par année. Bien sûr, parce que lorsque j'achète, par exemple, de nouveaux EPI ou bien de nouveaux équipements de protection, je laisse déjà passer un certain temps parce que déjà ils sont neufs au départ et puis je peux les vérifier ou bien les contrôler. Donc ça va dépendre de ce point-là qui est aussi la nature de la vérification ou bien de la surveillance qu'on va réaliser. Sinon, ça va être un choix interne en se basant, donc pour les seuils, ça c'est pour la fréquence. Pour les seuils aussi, ça peut être des seuils qui sont fixés par voie réglementaire, mais ça peut être des seuils qu'on va fixer en interne, en comparant notamment avec l'état de l'entreprise dans l'année précédente. Par exemple, voici le résultat de l'indicateur pour l'année 2025, en fin d'année bien sûr. Alors, on va poser un objectif suffisamment ambitieux mais réaliste qui va nous permettre d'améliorer la situation l'année 2026 par rapport aux résultats obtenus l'année 2025. Donc, on fait une comparaison avec notre état précédent. Sinon, bien sûr, en absence de seuil réglementaire. Donc, on va définir des seuils réglementaires, par exemple, le taux de certaines substances dangereuses dans certains locaux, des gaz dangereux ou autres. Alors, ça, c'est fixé. Je peux le mesurer, je peux comparer avec les seuils. Mais quand je parle comme ça d'un objectif proprement lié à l'organisme, alors je le fixe en se basant sur les capacités de l'organisme à atteindre cet objectif, mais aussi en se basant sur les résultats voilà, précédents qui ont été calculés pour le même indicateur ou bien pour la même surveillance. Sinon, s'assurer du bon état des équipements de mesure. Bien sûr, quand on parle de la surveillance, il faut aussi surveiller les moyens de mesure avec lesquels ces surveillances ont été faites. S'il s'agit par exemple d'une surveillance qui n'est pas juste visuelle, mais qui nécessite vraiment un prélèvement, un échantillonnage, euh, voilà, donc je dois m'assurer que l'équipement utilisé est en bon état, bien étalonné, la maintenance a été bien faite, donc la maintenance préventive et curative de l'équipement, alors je m'assure que l'équipement il est en fonctionnement. Donc je fais l'enregistrement de bruit, du niveau de bruit. Donc l'enregistreur de bruit doit être bien sûr en bon état euh, pour me donner des résultats fiables et réels. Et bien sûr, comme pour toutes les étapes du système de management, il s'agit de conserver les preuves documentées. Alors, les résultats de la surveillance, les résultats aussi des entretiens, par exemple, d'équipements ou autres, alors on doit les conserver comme des enregistrements, ou bien des informations documentées, non seulement pour servir de preuve, mais aussi pour exploiter ces données. Alors, nous avons dit que les cibles et les seuils d'objectifs, on les fixe en se basant sur notre historique. Alors, les données d'historique, elles sont utiles pour l'organisme, on les conserve comme étant des preuves documentées euh, pour servir voilà, d'état de référence par la suite, mais aussi pour garantir la conformité
aux exigences relatives aux surveillances, mesures, analyses et évaluations. Donc ça, c'est le point suivant. Le point numéro 2, 9.1.2, c'est l'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité, tout simplement, c'est parce qu'on a parlé de la surveillance, mesure et tout ça. Donc, c'est le fait d'exploiter les éléments de l'évaluation qu'on a collectés pour avoir une vision globale sur la conformité à toutes les exigences que nous avons déjà identifiées au départ de notre système de management. Par exemple, les exigences qui déclinent de la veille réglementaire, les exigences qui déclinent du système de l'ISO 45001, les exigences qui déclinent notamment d'une communication avec les parties intéressées pertinentes. Alors, il faut voir à quel point vraiment on est conforme à ces exigences, établir un processus d'évaluation de conformité aux exigences légales et autres. Définir la fréquence et la méthode d'évaluation, la même chose. Donc, pour faire l'évaluation du système tout entier par rapport à des exigences, donc, il faut choisir les bonnes méthodes d'évaluation. Notamment, on va collecter les données d'une certaine surveillance ou bien d'un certain indicateur de performance. Alors, ces données que nous avons collectées, on va savoir comment les exploiter, comment faire l'évaluation. Est-ce que, par exemple, on va analyser statistiquement les données? Est-ce qu'on va, par exemple, faire une évaluation qui se base sur une comparaison avec euh, les données de l'année précédente? Donc, la méthode de l'évaluation, comment il va être faite l'évaluation et comment peut-on faire sortir l'information pertinente de cette évaluation-là? Donc, en tout cas, il ne s'agit pas uniquement de choisir la façon d'analyser les choses, mais aussi comment réaliser l'évaluation et par quels moyens on va faire cette évaluation. Par exemple, aussi la fréquence de l'évaluation. Donc, on a une fréquence de la mesure ou bien de la surveillance, ça veut dire euh, sa répétitivité, s'il s'agit notamment d'un prélèvement ou bien d'un échantillonnage qui va être analysé dans un laboratoire ou autre. Alors, on a une fréquence soit annuelle, soit ça va dépendre de la nature du prélèvement. Mais la fréquence de l'évaluation, c'est quand est-ce que ces données vont être vraiment porteuses de sens et quand est-ce que nous pouvons les utiliser pour avoir une vision claire sur une situation donnée. Donc, il faut définir la fréquence des évaluations et puis évaluer, agir en cas de non-conformité. Donc, lorsque je fais l'évaluation, soit je me trouve dans la marge acceptable, conforme, soit je me trouve dans le cas d'une non-conformité. Donc, si je trouve qu'il y a une non-conformité, alors il faut agir face à la non-conformité, redéfinir des actions de correction et d'amélioration et maintenir la compréhension des exigences. Ça veut dire euh, s- toujours, donc il faut, comme moyen d'évaluation également, il faut toujours faire appel ou bien faire référence aux exigences, que ce soit légal, que ce soit des exigences internes. Donc, il faut aussi les utiliser comme moyen d'évaluation. Oui, donc quand je parle de la grille d'évaluation du système ISO, ça veut dire les exigences de l'ISO, c'est la même grille d'évaluation parce que c'est toujours les mêmes exigences. Mais quand je parle de l'évaluation spécifique pour chaque secteur d'activité, alors là, on va avoir une grille d'évaluation qui va être spécifique à notre structure. Parce que la norme, il y a deux types d'évaluation qui se font. Il y a l'évaluation par rapport aux exigences de la norme, chose qui est standard. Par exemple, l'existence de la politique. La politique, il est communiquée. Il y a un domaine d'application bien établi. Le domaine d'application a été basé sur l'analyse du contexte, les parties intéressées, donc les processus. Ça, c'est des exigences communes. Donc, on a la même grille d'évaluation.
Mais le deuxième niveau, ça veut dire le fait d'évaluer votre système de management de la santé et de la sécurité au travail par rapport aux propres besoins de l'organisme et qui ont une liaison avec la nature des activités, les exigences de vos parties intéressées pertinentes, les exigences, par exemple, parce que chaque secteur euh, a des activités différentes. Donc, qui dit activités différentes dit aussi dangers différents, exigences réglementaires différentes. On a tous des points d'intersection, mais on a tous aussi des points qui sont spécifiques. Donc, les dangers, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, ce n'est pas la même chose que dans un domaine euh, d'automobile. Alors oui, la grille d'évaluation qui se base sur les exigences proprement liées à l'organisme, donc c'est une évaluation qui va être spécifique. Sinon, pour la norme, non. Pour la norme, donc, il y a les mêmes exigences qui s'appliquent toujours. Il y a bien sûr, même pour la partie opérationnelle ou bien pour la partie purement liée à l'organisme, il y a des points d'intersection entre voilà, tous les organismes ou bien entre certains organismes dans certains secteurs, mais il y a toujours des points de distinction également. Et bien sûr, même pour cette étape-là, il faut conserver les preuves documentées des résultats. Voici donc les résultats de l'évaluation et comment l'évaluation s'est déroulée, quelles sont les conclusions, les non-conformités que nous avons rencontrées ou bien détectées, que ce soit pour le système aussi bien que pour les activités. Alors, ça, c'est le premier moyen d'évaluation, c'est tout ce qui est surveillance, qui peut être quotidienne, mensuelle, annuelle, et les mesures, l'analyse de ces données et leur évaluation des indicateurs et tout. Et puis, vous avez le deuxième moyen d'évaluation, c'est l'audit interne. Alors, l'audit interne, quant à lui, c'est un moyen d'évaluation qui permet de savoir à quel point notre système de management est conforme aux exigences de la norme et conforme aussi aux autres exigences, ça veut dire de vos clients, de vos fournisseurs, de vos parties intéressées, par exemple de la réglementation aussi. Donc, à quel point notre système est conforme, à quel point notre système est adapté, ça veut dire il est toujours adapté à notre activité. Vous vous rappelez, si vous vous rappelez de la partie planification, on a parlé de la planification des modifications. Aussi, dans le chapitre 8, il y a le pilotage des changements. Donc, toutes ces modifications, vers la fin, il faut évaluer est-ce que notre système de management est assez flexible et il a été assez développé pour qu'il soit toujours en phase avec l'évolution des activités, l'évolution voilà, des objectifs de l'organisme, de son contexte interne, de son contexte externe, des besoins de ses parties intéressées, de ses exigences. Alors, euh, on ne va pas uniquement juger de la conformité aux exigences, mais aussi de l'adaptabilité du système et de son efficacité, ça veut dire sa capacité à atteindre les objectifs. Alors, la norme, il nous demande, pareil, comme pour la qualité et l'environnement, l'audit à réaliser des audits à des intervalles planifiés. On a un programme d'audit et dans le programme d'audit, on va euh, faire des audits, planifier des audits santé et sécurité par rapport à la 45001 et par rapport aux exigences purement liées à l'activité de l'organisme et à ses objectifs. Donc, il faut planifier les audits SST ISO 45001, vérifier pendant ces audits la conformité aux exigences internes et à la norme de la 45001. Donc, c'est relatif à la question que vous avez posée tout à l'heure, parce qu'il y a les exigences internes de l'organisme, comme il y a les exigences de la norme. Et parmi les exigences de la norme, c'est la norme qui nous impose que les exigences internes que nous avons identifiées dans les chapitres précédents, pour le point par exemple le 4.2, parties intéressées, leurs besoins et leurs attentes, pour la politique dans laquelle on a défini des objectifs. Donc c'est la norme elle-même, c'est parmi les exigences de la norme de faire évaluer notre performance
ou bien nos performances par rapport aux exigences internes de l'organisme. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire il faut faire uniquement l'audit par rapport à la 45001. Si on fait vraiment l'audit par rapport aux exigences de la 45001, ça veut dire automatiquement on va auditer nos propres exigences internes, à savoir la réglementation et les exigences des différentes parties intéressées. Alors, pendant l'audit également, on va vérifier l'efficacité de la mise en œuvre et de la mise à jour de notre système. Ça veut dire le taux de réussite de votre planification. Tout ce plan d'action qu'on va élaborer, qui se base sur les risques et les opportunités, qui se base sur les risques et les dangers suite voilà, à l'élaboration d'un document unique, par exemple, des dangers liés aux différentes situations et postes de travail, le plan d'action qui décline, par exemple, des besoins des parties intéressées. Alors, toute cette planification, aussi bien que la planification des objectifs de la politique, toute cette planification, c'est le moment pour poser la question sur son efficacité, vérifier son efficacité, savoir est-ce que vraiment, à travers tout ce que nous avons fait, la, la- la situation santé et sécurité est améliorée, mais aussi on vérifie l'efficacité de, de la mise en œuvre et de la mise à jour du système. Donc, on fait la mise à jour de ce système-là selon les non-conformités qu'on va détecter au moment de l'audit et selon les résultats de toute l'évaluation qu'on va faire. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre l'audit interne et entre la surveillance au courant et ainsi de suite. Alors, l'audit interne, son objectif, c'est de chercher des preuves. Donc, dans la partie surveillance et mesures, on fait collecter les données, les résultats de surveillance, de calcul des indicateurs et tout, et on les analyse. Et puis, dans l'évaluation de la conformité, on évalue ces données pour voilà, savoir à quel point on a atteint certains objectifs ou bien on a pu réduire ou bien éliminer certains dangers santé et sécurité. Mais dans l'audit, il s'agit de chercher des preuves de conformité pour chaque exigence, collecter les preuves de conformité. Et les données que nous avons collectées dans le point 9.1, ce sont des données qui peuvent servir de preuve de conformité de certaines exigences au moment de l'audit. Par exemple, je fais l'audit par rapport aux exigences du système de management ISO 45001, l'audit interne, et dans la checklist d'audit, il y a cette exigence-là, surveillance, mesure, analyse et évaluation. Ça veut dire que je dois présenter mes preuves tangibles que vraiment cette étape-là a été faite. Donc, tout ce que j'ai documenté comme résultat d'entretien, comme résultat de suivi, comme résultat de vérification, alors ils vont servir cette fois-ci au moment de l'audit comme preuve de conformité au point 9.1.1 de la norme qui est surveillance, mesure, analyse et évaluation. Donc même le chapitre évaluation, il est sujet d'une évaluation, tout simplement. Donc le respect des exigences du chapitre 9, c'est aussi des exigences pour lesquelles il faut se conformer. D'accord? Donc, c'est bien. Donc, on vérifie l'efficacité. Et puis, ici, je vous ai donné un exemple, notamment, de certaines vérifications périodiques obligatoires. Notamment, vous pouvez les inclure dans la partie surveillance et évaluation. Mais aussi, c'est aussi question d'audit, parce que l'audit, comme on a dit, c'est un audit par rapport aux exigences de la norme, comme par rapport aux autres exigences qui peuvent décliner de certaines autres, voilà, exigences réglementaires ou autres. Ça, notamment, c'est pour le Maroc, mais on sait que tout ce qui est contrôle, vérification, tout ce qui est santé et sécurité en général, il est fixé d'abord au niveau international. Et puis les pays, ils prennent donc ces conventions, ou bien ces codes internationaux, et puis ils les déclinent sous forme de réglementation. En général, donc il y a
Dans les vérifications et dans les audits santé sécurité, autres que l'audit par rapport aux exigences de la norme, on doit vérifier les équipements de travail et les installations techniques. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de dangers qui ont une relation avec ces équipements de travail et ces installations techniques. Par exemple, il est demandé de faire des vérifications des appareils de levage. Et bien sûr, ça se fait par des organismes agréés. Donc, il y a des contrôles que nous pouvons réaliser en interne, mais il y a des contrôles qui nécessitent euh, de faire appel à des organismes agréés. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de vérifier ces équipements ou bien ces installations techniques. Notamment, vous avez la vérification des appareils de levage, comme les ponts roulants, les chariots élévateurs, les palans. Alors, ce sont si jamais dans votre activité vous utilisez ce type d'appareil, alors il faut faire une vérification annuelle. Donc, par an, on fait une vérification à travers un organisme qui est agréé. Donc, la vérification de ces appareils, son objectif, c'est de maintenir en bon état ces appareils et puis de protéger la santé, et surtout la sécurité des personnes qui travaillent ou bien qui utilisent ces appareils. Euh, Vous pouvez, par exemple, élaborer, selon votre cas, une liste de la machinerie, des installations. Normalement, vous devez déjà le faire lorsqu'on fait la définition des dangers ou bien l'identification des dangers. Mais sinon, c'est le moment aussi pour se rappeler de ça, donc faire la liste des équipements, chercher les équipements ou bien ceux qui nécessitent obligatoirement des vérifications périodiques par une exigence réglementaire. Pour le reste, ça ne veut pas dire ceux qui ne sont pas soumis aux exigences réglementaires, les équipements, ça ne veut pas dire qu'on va pas les contrôler, mais on peut, c'est pas dans l'obligation, quoi. Donc, on va les contrôler, euh, on va s'assurer de la sécurité des personnes autour, mais la priorité, c'est d'abord celles ou bien ceux, les machines et les équipements qui sont soumis à des exigences réglementaires. Au moment de l'audit, vous pouvez faire un audit général pour les équipements de travail et les installations techniques. Plutôt au moment, pardon, de la surveillance et de la vérification et des mesures. Donc, vous faites appel soit à des organismes selon la nature de l'équipement, soit vous-même à l'intérieur. Et au moment de l'audit, il s'agit de collecter, donc lorsqu'on fait l'audit interne, il s'agit de se référer à ce tableau-là et de chercher pour chaque équipement les preuves voilà, de vérification. Par exemple, pour l'année 2025, au moment de l'audit, je vais chercher les attestations délivrées par les organismes agréés que les machines ont été vérifiées selon la périodicité demandée qui est annuelle. Par exemple, les Marocains, donc vous pouvez faire référencier aux références réglementaires ici, donc les décrets et les daïrs. Sinon, vérification des compresseurs et des réservoirs de l'air, si aussi vous utilisez ce type voilà, d'installation, donc les compresseurs et les réservoirs de l'air, parce que l'air comprimé et les réservoirs en général, donc ça comporte aussi des dangers pour la santé et la sécurité du personnel. Donc, il faut toujours faire des vérifications de la pression. Donc, ça, par exemple, c'est parmi les mesures que nous devons faire. Donc, annuellement, il faut vérifier que la pression est supérieure à 0,5 bar pour empêcher toute déviance ou bien tout dysfonctionnement qui peut causer par la suite soit par exemple, des explosions, des brûlures et ainsi de suite. Donc, il faut toujours euh, vérifier d'une façon annuelle la pression euh, des compresseurs ou bien des réservoirs à l'air. Vérification des installations techniques, aussi, ça se fait annuellement pour les locaux à risque particulier, donc où il y a donc le risque électrique est élevé par un personnel habilité, bien sûr, euh, à travailler sous le danger électrique, vérification des équipements sous pression,
Donc, les équipements qui travaillent par une pression euh, inférieure, par exemple, à la, à la pression atmosphérique. Donc, il faut vérifier les équipements sous pression également. Et puis, autre que les équipements et les installations, on est aussi amené à vérifier, ou bien la deuxième catégorie qui nécessite une vérification. Et puis, au moment de l'audit, on va euh, collecter les preuves de réalisation de ces vérifications. C'est l'équipement de sécurité incendie, notamment les extincteurs. Ils sont vérifiés par euh, un organisme agréé, mais aussi vous, en interne, vous pouvez faire un contrôle visuel régulier et un entretien annuel. Donc, annuellement, ils sont vérifiés officiellement et puis, selon une fréquence régulière, on fait un contrôle visuel de l'état de l'équipement. Donc, vérification des extincteurs, vérification des systèmes d'alarme et de détection d'incendie par bien sûr des organismes spécialisés pour s'assurer que du fait que ces équipements-là ou bien ces systèmes, ils sont toujours en marche, on peut même nous faire quelques tests pour voir est-ce qu'ils sont toujours en marche, voir est-ce qu'ils arrivent à détecter tout début de feu. Sinon, il faut faire aussi des exercices d'évacuation, chose que n'a par exemple mentionné au niveau des situations d'urgence. Donc, les exercices de vérification, ce n'est pas juste une bonne pratique, mais c'est généralement dans plusieurs pays, exigence réglementaire. Au moins une mois par année, il faut faire, voilà, euh, voilà, je dirais au moins une fois par année, il faut faire un exercice d'évacuation pour les incendies, euh, pour voilà voir comment on peut réagir et comment peut-on, quelle est la démarche qu'on va faire au moment de l'évacuation. Donc, c'est parmi les recommandations réglementaires donc, qui sont fortement recommandées. Euh, En matière de l'obligation, il n'y a pas vraiment une obligation pour faire des exercices, mais une obligation déjà pour avoir un scénario ou bien des scénarios de réponse. Donc, se préparer à la situation d'urgence, soit dans la norme, soit dans la réglementation, c'est une exigence. Donc, il faut commencer par se préparer, avoir un plan d'urgence, par exemple, un plan d'opération interne, mais l'exécution, c'est juste l'exécution de l'exercice d'évacuation qui n'est pas vraiment obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Parce que c'est une mise en pratique, si vous voulez, de l'action, ou bien plutôt de la procédure de réponse aux incendies, ou bien à toute situation d'urgence en tout cas. La troisième catégorie, c'est les machines, les outils et les dispositifs de sécurité. Par exemple, les dispositifs de protection, les capteurs, les arrêts d'urgence, donc à vérifier annuellement à la mise en service et périodiquement. Donc, lorsqu'on va mettre en service, par exemple, les arrêts d'urgence ou bien les capteurs, alors on va les vérifier, vérifier leur bon fonctionnement. Sinon, périodiquement, une fois par an. Machine dangereuse aussi. Donc, il faut faire une vérification à l'installation, puis d'une façon périodique. Les machines dangereuses, c'est toutes les machines qui peuvent représenter, par exemple, des dangers mécaniques, soit des presses, des scies, soit toute machine, par exemple, rotative, toute machine qui peut représenter en tout cas un risque d'écrasement, un risque, par exemple, d'enroulement. Alors, tout ça, ça nécessite une vérification. L'autre catégorie, c'est l'hygiène, la ventilation et l'ambiance de travail, notamment le contrôle de la ventilation naturelle ou bien mécanique. C'est le côté santé. Donc, on a vu le côté sécurité, le côté santé, donc nécessite une ventilation, renouvellement de l'air dans les pièces surtout qui sont fermées, notamment en cas d'émission de vapeur, en cas de fuite de gaz ou bien de poussière, ou en cas d'existence de poussière. Donc, on vérifie la ventilation, ou bien, par exemple, les ventilateurs doivent être annuellement inspectés par des spécialistes pour assurer leur bon fonctionnement et tout. Alors, c'est aussi parmi les vérifications périodiques.
Contrôle des conditions d'éclairage, donc mesure de luminance dans certains secteurs. Donc l'éclairage, il est important pour éviter les accidents et pour voilà les espaces sombres, par exemple, ou bien avec un éclairage qui n'est pas suffisant. Ils peuvent augmenter la chance de survenue de certains accidents de travail, la perte de l'attention, mais aussi parce que ça peut aussi causer de la fatigue, donc un manque d'écl- d'éclairage, il peut causer de la fatigue visuelle et ainsi de suite. Donc on contrôle également euh, voilà tout ce qui est éclairage et conditions d'éclairage. Bruit, température et humidité. Alors là, pour le- le- la périodicité, c'est selon l'exposition. Ça veut dire, est-ce que on est continuellement exposé au bruit, à la température ou bien à l'humidité, ou bien c'est occasionnellement. Donc ça va être selon l'exposition en matière de temps et en matière aussi de est-ce que d'intensité quoi. Donc le bruit, le niveau de bruit, selon le niveau de bruit, donc on va enregistrer et on va comparer avec les seuils préconisés donc pour tous les postes de travail à risque spécifique. En tout cas, il s'agit ici pour généraliser de contrôler ou bien de faire un suivi de tout danger présent dans les locaux de travail. S'il s'agit par exemple d'un danger de bruit, donc on suit le niveau de bruit surtout à l'occasion d'introduction, par exemple, de la nouvelle machinerie ou bien autre. La température également, donc dans les postes de travail où les conditions de la température sont soit très élevées, soit très bas, donc et l'humidité également. Les risques chimiques, biologiques et physiques aussi, il y a quelques points qu'il faut vérifier. Par exemple, le contrôle des atmosphères explosive. Donc, les zones ATEX où l'atmosphère est explosive, donc le risque d'explosion, il est plus élevé que la moyenne ou bien que les- voilà, les zones normales. La périodicité, c'est par an. Selon des normes spécifiques et des bonnes pratiques d'inspection des endroits ou bien des zones classées comme ATEX, on a une surveillance des expositions aux agents chimiques, comme les solvants et les fumées, selon le risque, bien sûr, et selon son intensité, mesure par un laboratoire accrédité. Donc, il faut faire des mesures euh, par exemple, la concentration des agents chimiques dangereux dans l'air ou bien dans les matières qu'on manipule. Donc, pour savoir à quel point les seuils respectent, voilà, ou bien la présence euh, je dirais, de ces agents respecte les seuils qui ont été définis, soit par exemple dans les fiches de données de sécurité de certaines substances, ou bien soit dans la réglementation. Évaluation de l'exposition au rayonnement, donc pour le risque de rayonnement, selon la réglementation euh, sur la radioprotection notamment. Toujours dans le côté santé, dans certains secteurs, on impose également quelques contrôles ou bien vérifications ou bien euh, une surveillance médicale et un examen de santé, notamment des visites médicales à l'embauche, obligatoires pour les salariés euh, à l'embauche, par exemple, pour s'assurer de leur santé et sécurité. Surtout ici, on parle de secteurs à risque élevé. Donc, pour ne permettre un suivi de la santé du travailleur. Donc, il va être, par exemple, exposé à des agents chimiques ou bien travaille dans des atmosphères, dans des conditions de travail sévères, de température élevée ou basse, et ainsi de suite. Donc, comme ça, on a un suivi médical de la personne. Visite médicale périodique, donc de 1 à 2 ans. Donc, pour la périodicité, ça va dépendre du poste et des risques auxquels le personnel est exposé. Donc, si cet employé-là est exposé à des vapeurs toxiques ou bien à des agents chimiques pathogènes ou toxiques ou bien à des agents biologiques pathogènes, donc la visite médicale périodique, et il va être obligatoire dans ce cas. Suivi médical renforcé
pour les personnes qui sont vraiment exposées à des risques très élevés ou bien des dangers très importants, comme les agents chimiques, avec par exemple une période d'exposition qui est prolongée, un bruit très élevé, la manutention très lourde. Donc, vous avez le suivi médical forcé pour les postes de travail ou bien en fonction, en tout cas, du poste exposé, de 6 mois à 1 an. Et ce suivi, il se fait généralement par le médecin de travail qui va déterminer la fréquence, voilà, je dirais, adaptée. Alors ça, c'est quelques exemples en matière de certaines surveillances ou bien vérifications, mais l'essentiel, c'est que quand on parle de l'audit et quand on parle de la vérification, la surveillance, il faut toujours s'assurer que les exigences de la norme sont conformes, mais aussi les autres exigences qui sont relatives à la nature, par exemple, des équipements de l'organisme, à la nature de l'environnement de travail, la nature des dangers. Donc, il y a des cas particuliers pour chaque activité et pour chaque pays aussi. Le programme d'audit interne maintenant, donc la norme vous demande, pareil et idem que pour le côté qualité et environnement, de planifier et de maintenir un programme d'audit. Donc on sait au départ quand est-ce qu'on va faire les audits santé et sécurité, audit par rapport aux exigences de la norme, audit par rapport aux exigences réglementaires. Donc on planifie le programme d'audit en définissant dedans les fréquences des audits, les méthodes aussi des audits. Donc, les méthodes d'audit, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, audit par rapport, par exemple, à l'ISO. Donc, on va faire une checklist ISO, euh, audit par rapport à certaines, euh, voilà, exigences réglementaires. Alors, comment on va procéder? Est-ce qu'il y a des vérifications à faire? Est-ce qu'on va faire appel à des organismes externes? On définit les responsabilités, l'équipe d'audit, euh, voilà le responsable de l'équipe d'audit et tout, et critères et périmètres de l'audit. Les critères, c'est les critères par rapport où on va réaliser l'audit, checklist ISO, checklist de réglementation, et ainsi de suite. Et puis le périmètre de l'audit, est-ce qu'on va auditer tout le système de management ou bien certains processus particuliers qui représentent des dangers particuliers, et ainsi de suite. Donc on décide en tout cas sur la planification générale des audits, santé et sécurité, et bien sûr sans oublier de saisir l'opportunité offerte par le système intégré s'il y a lieu. Donc, on peut par exemple mener un audit environnement et santé et sécurité en même temps. Comme ça, on gagnera du temps, on gagnera aussi de l'énergie et voilà, donc c'est une opportunité à saisir au moment de la planification des audits. Sélectionner les auditeurs objectifs. Donc, on va sélectionner les auditeurs ou bien on va choisir l'équipe d'audit à la base, bien sûr, de la connaissance de la norme, des exigences santé et sécurité, euh, des exigences réglementaires notamment. Alors, on va sélectionner l'équipe d'audit et on va communiquer les résultats aux responsables, travailleurs et parties intéressées. Pour la sélection des auditeurs internes, par exemple, ou bien faire appel à un cabinet d'audit externe pour vous assister dans la mission d'audit, l'essentiel, c'est que ça fait partie également de la responsabilité de la direction de définir les rôles les- les- et voilà les missions et les responsabilités de chacun. Donc, la direction, il va contribuer à la définition et à la sélection des auditeurs qualifiés euh, ou bien aussi de détecter les besoins en formation pour qualifier le personnel à réaliser des audits. Communiquer les résultats aux responsables. Bien sûr, les responsables vont être informés quand est-ce que les audits vont être réalisés, les travailleurs et parfois les parties intéressées, le cas échéant. Corriger les non-conformités et améliorer la performance. Donc, on corrige les non-conformités suite à la réalisation d'un audit. Donc, on va savoir à quel point notre système est conforme et puis on détecte bien sûr les anomalies pour les corriger.
Donc, on va ouvrir, par exemple, une fiche de non-conformité en absence de preuves, par exemple, de conformité, ou bien en présence de preuves de la non-conformité. Alors, on va ouvrir une fiche de non-conformité et on va définir les actions d'amélioration au chaud. Donc, sur le moment, j'enregistre la non-conformité et on commence à discuter sur les améliorations qu'on va mettre en place. Euh, Comme ça, donc, on va collecter un ensemble d'actions d'amélioration qu'on va intégrer dans notre système de management. Comme ça, on va la prochaine fois éviter de tomber dans les mêmes cas de non-conformité. Et bien sûr, le processus d'audit, il est aussi un processus documenté. Donc, on doit aussi conserver les preuves documentées de chacune des étapes. Ça veut dire, par exemple, un rapport d'audit ou bien un compte rendu d'audit, les preuves documentées qui servent comme preuve de conformité on les garde également. Vous avez toute documentation nécessaire qui atteste que l'audit interne s'est bien déroulé conformément au programme planifié et selon les exigences demandées au niveau de la 9000, de la 45001. Il y a aussi, bien sûr, parmi les documents, la procédure d'audit. Donc, la procédure d'audit, puisqu'on est dans un système de management qui est intégré, on a déjà une procédure d'audit standard. Ça veut dire comment les audits de tout système de management se déroulent. Donc, le processus à suivre pour auditer votre système, et vous pouvez revenir juste vers les séances de la qualité. Euh, on a parlé de l'audit et son déroulement. Sinon, vous pouvez aussi revenir vers la documentation qualité. Il y a une procédure dedans les documents qu'on a partagés dans le groupe WhatsApp. Donc, il contient la procédure voilà, d'audit interne qualité. Mais nous pouvons renforcer, ça veut dire rajouter une procédure spécifique pour auditer le système santé et sécurité au travail, en insistant notamment sur certains points qui ne sont pas forcément euh, mentionnés au niveau de la procédure générale de l'audit. Alors, toute procédure, bien sûr, nécessite un objectif ou bien un objet. Donc, la présente procédure, son objectif, c'est de décrire comment l'audit SST va se dérouler, visant à évaluer la conformité des pratiques en matière de la santé et la sécurité au travail, identifier les risques. Ça veut dire au moment, tout en faisant l'audit, on peut aussi constater tout point qui peut représenter un risque ou bien un danger. Donc, c'est ça la particularité. Donc, on peut, par exemple, au moment de l'audit, identifier certains dangers ou bien identifier certains risques. Vérifier aussi le respect des exigences légales, donc voir à quel point on est conforme à la norme, mais aussi voir à quel point on est conforme aux exigences légales. Chercher, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, les certificats et délivrés de vérification périodique d'équipement ou bien autres suivi sanitaire et médical, par exemple. En tout cas, c'est le moment pour collecter les preuves qui concernent le respect des exigences légales. Il y a, par exemple, une procédure pour l'évacuation. Il existe voilà, je dirais, un rapport d'urgence. Donc, tout ce qui décline de la réglementation et tout ce que décline aussi de la norme proprement dite. Voilà, donc identifier les risques, vérifier le respect des exigences légales, normatives et internes. Parfois, on peut avoir des exigences qui ne déclinent pas d'une obligation. C'est pas les parties intéressées qui les imposent, ce n'est pas la norme, ce n'est pas la réglementation, mais c'est un objectif interne de l'organisme, un choix. Donc, on peut aussi faire auditer l'atteinte de ce type d'ambition, si je peux dire ça, et proposer des actions correctives. Donc, le résultat final,
c'est de pouvoir en sortir avec des actions correctives pour améliorer le système. Le champ d'application de la procédure sera tous les départements, équipements, installations, employés et sous-traitants opérant au sein de l'organisme. Ça veut dire que au moment de l'audit, on va auditer quoi concrètement? Tous les départements de l'organisme. Alors, tous les processus et tous les départements sont concernés par l'audit santé et sécurité qui entrent dans le domaine d'application, bien sûr, de notre certification. Donc, puisqu'ici, on parle de la norme. Les équipements aussi. Donc, on va aussi inspecter les équipements. Donc, c'est une opportunité à saisir au lieu, par exemple, de mener deux audits séparés, un pour la réglementation, un pour la norme. Donc, on peut faire tout ça simultanément. Donc, on fait inspecter les équipements, par exemple, et revoir le respect des vérifications périodiques qui doivent être faites. Sinon, les installations également, les employés. On constate également au moment de l'audit les comportements à risque, comment les employés respectent, par exemple, le port des EPI ou pas d'ailleurs. Donc, on constate également le degré de respect des employés aux consignes santé et sécurité. Et s'il existe, par exemple, des intervenants externes, comme on a vu dans le chapitre 8, si l'audit coïncide avec l'existence d'intervenants externes ou bien de sous-traitants qui opèrent au sein de l'organisme, alors on va aussi auditer cette partie-là, voir est-ce qu'il existe tous les papiers qui organisent cette sous-traitance ou bien cette opération-là. Est-ce qu'il existe toutes les exigences ont été formalisées. Alors, les exigences, en tout cas en relation avec le chapitre 8 concernant voilà les services externes, ou bien plutôt l'utilisation, ou bien le fait de faire appel à un intervenant externe, alors on va aussi auditer cette partie-là. Fréquence de l'audit. Les audits SST sont réalisés. Donc ici, je vous ai donné les cas les plus répandus, ou bien les jalons, pendant lesquels normalement un audit santé et sécurité au travail est réalisé. Par exemple, trimestriellement pour les zones à haut risque. Donc, vous avez des zones qui connaissent, par exemple, des dangers très élevés. Alors, dans ce cas, je fais un audit trimestriel, un audit par rapport, voilà, au danger que j'ai défini. Oui, donc je peux vous livrer par la suite une grille Excel qui se base sur, c'est vrai qu'elle se base sur la réglementation du Maroc, mais comme j'ai dit, la réglementation du Maroc, c'est une déclinaison des bonnes pratiques ou bien de tout ce qui est obligatoire à l'international ici au- au Maroc, tout simplement. Donc je peux vous délivrer par la suite une grille qui contient l'ensemble des choses en général qu'il faut vérifier et vous choisissez celles qui sont applicables à votre secteur d'activité. Parce que chaque secteur d'activité est particulier, est un cas particulier. Sinon, euh, normalement, donc ça c'est ce qu'on fait normalement, c'est que les zones qui connaissent des risques et des dangers très élevés, on les fait auditer d'une fréquence beaucoup plus élevée que les autres, notamment trimestriellement. Donc je fais un audit, par exemple, dans les zones à haut risque. Dans quel objectif? Pour voir, donc je ramène avec moi l'analyse de danger associée à cette zone à inspecter. Donc je ramène avec moi le document, je fais analyser ou réanalyser le risque et voir à quel point donc les dangers sont diminués grâce aux actions qu'on a mises en place. Je vois s'il y a des prélèvements, bien des vérifications à faire. Par exemple, s'il s'agit d'un risque de bruit, donc au moment de l'audit, je fais une nouvelle, un nouveau enregistrement surtout du niveau de bruit.
Je constate comment les employés travaillent, est-ce qu'ils respectent les procédures de travail sécuritaires. Je vois est-ce qu'il y a une bonne signalisation, les risques ils sont signalés, ou bien est-ce que la signalisation est toujours en bon état, visible et voilà, utilisable. Les extincteurs qui existent, donc est-ce qu'ils ont été vérifiés, quelle est la date de la dernière vérification. Donc je fais euh, avec vigilance l'inspection surtout pour les postes de travail ou bien les zones qui connaissent des risques très élevés. Semestriellement notamment, on peut faire l'audit des autres zones. Alors ici, on parle de l'audit surtout par rapport aux exigences purement techniques. Ça veut dire c'est pas uniquement les exigences de la norme, mais on fait l'audit par rapport aux exigences surtout de la réglementation ou bien aux bonnes pratiques. Donc, on voit euh, toujours les thématiques à aborder pour auditer une zone à risque, que ce soit à risque élevé ou autre. On a les équipements et les machines s'il existe. Donc, on voit est-ce qu'ils ont été bien vérifiés, la maintenance préventive et curative s'est déroulée conformément à la planification. On voit par exemple l'état des équipements déjà au moment opportun? Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'il y a des machines hors service? Est-ce qu'il y a des équipements? Donc, on commence par les équipements. Les EPI, on contrôle les EPI, leur état, est-ce qu'ils sont toujours en bon état? Leur utilisation, est-ce qu'elle est correcte? On fait aussi l'audit par rapport à la compétence, les personnes. Donc, faire par exemple des formulaires d'évaluation des connaissances des personnes et on détecte tout besoin en formation et en sensibilisation. L'autre thématique à auditer, c'est la signalisation. Est-ce que le risque est signalé ou bien le danger est bien signalé? Euh, Est-ce que la signalisation existante est suffisante? Et puis vous avez, s'il y a des substances dangereuses comme les produits chimiques, la même chose. On voit est-ce que les produits chimiques sont bien stockés? Est-ce que, il y a toujours les étiquettes d'identification de danger de chaque produit chimique? Est-ce que les récipients sont toujours en bon état? Alors, on fait tout simplement un audit selon la nature des dangers de ce poste de travail ou bien de cette zone à risque. Lors de l'intégration de nouveaux équipements ou procédés aussi, donc à l'occasion de l'intégration d'un nouveau équipement, on fait un audit. Pourquoi? Pour actualiser le document unique et actualiser l'analyse des dangers ou bien un procédé. Après tout accident grave ou incident critique, comme pour le cas de l'environnement, lorsque on a par exemple euh, la su- on- une situation d'urgence environnementale survient, on fait un audit environnemental pour s'assurer que les activités reviennent vers leur état normal et que donc tous les dégâts sont traités et on peut revenir donc à l'état normal, mais aussi c'est dans l'objectif de définir des actions d'évitement et de prévention la prochaine fois. La procédure doit aussi définir les responsabilités. Par exemple, le responsable HSE, c'est lui qui fait la planification, l'exécution et le suivi des audits. L'équipe, il est aussi comporté des auditeurs internes qui réalisent les inspections et collectent les preuves. Donc, il faut savoir que le responsable, parfois, par exemple, si je parle d'un responsable QHSE, ce n'est pas lui forcément qui va exécuter directement les vérifications sur les machines ou bien autres. Donc, on peut avoir des personnes, par exemple, un technicien interne qui peut inspecter les machines, sinon un organisme externe spécialisé. Donc, c'est toute une équipe d'audit. Mais l'essentiel, le responsable HSE ou bien qui HSE, c'est lui qui planifie, il exécute, il fait surtout le suivi des audits. Les managers de service, ils sont responsables de la mise en œuvre des actions correctives. Maintenant, le déroulement de l'audit. Comment l'audit se passe? D'abord, nous avons une préparation de l'audit. Donc, on commence par la définition de la portée et des objectifs.
Pareil, comme pour les audits qualité environnement, il faut savoir quelle est la portée de l'audit, ça veut dire le périmètre de l'audit, et quels sont ses objectifs. Si l'objectif, c'est de faire un audit, par exemple, par rapport à la réglementation, donc il faut le dire, si on a besoin d'un audit, surtout pour la norme et les exigences de la norme, donc on fixe les objectifs, identifier les zones critiques, les équipements et les équipes concernées, notamment la zone à risque qu'on va auditer, on doit préparer une liste des endroits où il y a les dangers les plus critiques. La liste des dangers en se basant sur notre évaluation de risque. On a aussi la définition par exemple, la liste des équipements utilisés dans le service ou bien le département qu'on va auditer. Les équipes concernées, donc le personnel, les postes de travail, parce que je dois savoir exactement les audités sont qui, ils font quoi. Donc, je peux même faire appel à leur fiche de fonction pour voir quelles sont les activités qu'il exécute. Et comme ça, donc, je cible oui, et j'organise, voilà, d'une façon préalable mon processus d'audit ou bien ma journée de l'audit. La préparation revient aussi à préparer les checklists. Les checklists pour les machines, par exemple, pour les EPI, les conditions de travail, etc. Donc, je prépare la checklist d'audit euh, et aussi bien, par exemple, qu'une checklist des exigences de la 45001 et je vais informer les responsables d'équipe. Donc, les audités, ils sont informés à l'avance. L'audit, ce n'est pas une surprise. Donc, on informe déjà le personnel concerné en partageant le programme d'audit, par exemple, mais aussi on les informe avant la réalisation de l'audit. Maintenant, la réalisation de l'audit. Donc ici, toujours, n'oubliez pas que j'ai dit qu'il y a la procédure de base pour auditer le système QSE par rapport aux exigences de la 9001, la 14001 et la 45001. Donc ça, c'est la partie norme. Mais ici, c'est une procédure que j'ai dit que vous pouvez élaborer spécifiquement pour auditer la santé et la sécurité dans votre organisme, ça veut dire par rapport aux exigences réglementaires et autres. On commence par exemple, le contrôle des machines. Euh, Ça va dépendre de la nature des machines et des équipements que vous avez, s'il existe, notamment les presses hydrauliques, les perceuses, les tours et les fraiseuses. On a notamment les machines de découpe, les convoyeurs, les chariots élévateurs, les systèmes de ventilation et d'extraction de fumée, la vérification des dispositifs de sécurité, comme on a dit tout à l'heure, pour les arrêts d'urgence, les capots, la signalisation, par exemple les extincteurs, en tout cas le matériel de sécurité et de lutte contre les incendies, état de propreté, entretien et maintenance périodique. Donc le côté hygiène aussi, la propreté des locaux, les 5 S, l'organisation des postes de travail. Et puis on peut faire des entretiens avec le personnel pour euh, remplir par exemple des fiches d'évaluation pour voir le niveau de compétence et pour détecter les besoins en formation et en sensibilisation. Et puis la maintenance périodique, voilà, des machines et des équipements. Bien sûr, ici, soit il s'agit on inspecte par exemple le matériel et les machines, soit on détecte que ça nécessite une intervention, soit tout simplement tout est en bon état, mais on collecte surtout les preuves de réalisation des vérifications. Donc nous avons par exemple les attestations de vérification de la machinerie, nous avons les résultats du planning de maintenance préventive et curative. En tout cas, on cherche des preuves qui reflètent que le contrôle des machines est fait. Sinon, s'il n'est pas encore fait, donc c'est le moment pour faire toutes les vérifications nécessaires. Et également, c'est pour avoir une vision sur le degré de maîtrise de cette partie-là.
La même chose, donc on vérifie les EPI pour la zone concernée. Il est toujours utile, par exemple, avant d'aller, ça veut dire en préparant à l'audit, je fais d'abord une liste des EPI disponibles. Je vais, par exemple, faire l'audit d'une usine, de l'usine. Donc, je vais faire une liste de tous les EPI utilisés, pas comme article, mais comme nature. Par exemple, ils utilisent des chaussures de sécurité, ils utilisent des casques, des masques, peu importe, des gants. Donc, je connais les EPI utilisés. Par exemple, les casques de sécurité, la date de validité des casques et l'état général, est-ce qu'ils sont toujours en bon état? Gants adaptés, par exemple, anti-coupure pour les postes de travail où il y a un risque de coupure, chimique ou bien résistante aux attaques chimiques, au cas où le personnel utilise des produits chimiques, thermique, au cas où c'est de la chaleur et une température élevée. Lunettes ou visière de protection, bien sûr, selon les postes de travail. Donc ça, c'est en général. Les chaussures de sécurité, les harnais anti-chute pour les travaux en hauteur, les vêtements haute visibilité et les bouchons d'oreille pour, par exemple, le bruit. L'essentiel, c'est qu'on va vérifier l'état des EPI, leur date de validité, et on va en même temps enregistrer tout besoin de renouvellement de certains EPI. Il y a toute une procédure de gestion des EPI, donc je peux la partager avec vous par la suite, donc qui détermine comment peut-on, par exemple, surveiller l'état des EPI, enregistrer les EPI, donner des références et ainsi de suite. On inspecte également durant l'audit les conditions générales de travail, par exemple l'éclairage, la ventilation, les niveaux sonores. On a les affichages et les consignes de sécurité et le plan d'évacuation, présence et accessibilité des extincteurs et de trousses de secours, bon état des sols, dégagement des essieux de secours, parce que les essieux de secours doivent être bien évidemment dégagés pour euh, qu'ils soient utilisables au moment de besoin. Formation un jour pour les postes à risque. Donc, on fait aussi voir quand est-ce qu'on a fait la dernière formation. On consulte notre plan de formation, on voit est-ce qu'il y a des formations qui ont été pas faites au temps, et ainsi de suite, relativement, par exemple, au chapitre 7, le point de compétence. Et finalement, lorsque l'audit est réalisé, on rédige un rapport d'audit. Donc, rédaction du compte rendu ou bien du rapport, incluant les non-conformités que nous avons détectées, les remarques. Donc, s'il y a des remarques, que ce soit des suggestions d'amélioration ou autres, et des photos, par exemple, pour certains cas particuliers, on peut prendre des photos pour désigner ou bien pour illustrer, par exemple, une condition de travail non sécurisée, une machine défectueuse, comme vous voulez. Donc, une photo de la situation pour illustrer la non-conformité et parfois demander priorisation des actions correctives selon la gravité des écarts. Donc, on va lister les actions correctives qu'on va mettre en place. Donc, il y a trois types d'actions. Il y a d'abord les corrections, il y a les actions correctives, les actions préventives et les actions d'amélioration. Donc, les corrections, ça veut dire quand je détecte, par exemple, au moment de l'audit, une situation non sécurisée, je ne vais pas la laisser parce que je vais planifier par la suite. Donc, il faut d'abord avoir une réaction sur le champ. Donc, je constate quelque chose qui ne va pas, alors je corrige la situation sur le champ. C'est une correction. L'action corrective, c'est les actions qu'on va définir dans le rapport pour la prochaine fois supprimer les causes de cette non-conformité. Par exemple, un employé qui ne respecte pas une consigne de sécurité. Au moment de l'audit, on a vu quelqu'un qui n'utilise pas un EPI important. Alors, d'abord, on va parler avec cet employé, on va lui, euh, on va le sensibiliser de nouveau et on va lui fournir l'EPI
pour l'utiliser. C'est une correction. L'action corrective, c'est que dans le plan, on va proposer de renforcer la mise à niveau de compétences, euh, faire plus de sensibilisation, de formation. Et puis les actions préventives, c'est surtout les actions qu'on met en place pour prévenir les dangers et prévenir les risques, comme par exemple le cas de la procédure euh, de situation d'urgence. Donc c'est une action préventive. Les situations ou bien les actions plutôt d'amélioration, maintenant, ça englobe les actions qui permettent de corriger des anomalies, mais aussi toute autre action qui permet d'améliorer une situation, bien qu'elle est conforme, mais s'il y a possibilité d'améliorer encore, alors pourquoi pas? Sinon, la communication au responsable HSE et à la direction. Donc, l'équipe des auditeurs, il va partager le document rapport d'audit avec leur responsable HSE et puis avec la direction, comme pour les autres rapports d'audit, donc ils se partagent entre ces trois niveaux. Finalement, le suivi. Donc le processus d'audit, il termine par un suivi. Ça veut dire une vérification de la mise en œuvre des actions correctives dans les délais définis. Donc les actions que nous avons définies dans le rapport, on doit faire la vérification de leur mise en œuvre pour que ça soit pratique et utile. Réalisation d'un audit de suivi si nécessaire. Donc, parfois, après la mise en place des actions, on peut refaire l'audit pour s'assurer que les situations dangereuses ou bien les situations non maîtrisées retrouvent de nouveau leur état de conformité. Donc, on peut avoir besoin de réaliser des audits de suivi si nécessaire et puis la mise à jour des procédures si des améliorations sont identifiées. N'oubliez pas que c'est un système de management, donc chaque modification, chaque changement, il peut aboutir à la nécessité d'actualiser les procédures de travail. La documentation de votre système ISO 45001, dans le cadre d'un système intégré QSE, il est soumise aux bonnes pratiques ou bien aux exigences de la, de la documentation, de la gestion et de la maîtrise documentaire de la 9001. Qualité. Ça veut dire votre procédure documentaire, euh, il ne va pas juste être appliqué à la documentation qualité, mais toute la documentation du système intégré. Alors, l'idée, c'est que lorsqu'on fait des améliorations, on doit aussi revoir, donc le responsable QHSE doit revoir la documentation, les procédures, les instructions pour les actualiser et les mettre à jour. Comme ça, le système restera toujours en phase avec les modifications et les changements. Sinon, comme annexe, vous pouvez euh, annexer la présente procédure avec une fiche de contrôle des machines, une checklist par exemple de contrôle et de vérification des machines, une checklist de vérification pour les EPI et un rapport type d'audit SST. Comme ça, lorsqu'on va euh, faire les contrôles, on ramène avec nous ces modèles vides pour les remplir avec les données qu'on va collecter, les résultats qu'on va trouver, et le rapport type d'audit pour l'utiliser en fin de l'audit. Et bien sûr, sans oublier les exigences de la norme, donc l'audit de la norme qui se base sur tout simplement une checklist d'évaluation de la norme qui commence par les exigences du chapitre 4, contexte de l'organisme, et qui se termine par le chapitre 10, amélioration. Alors, avant de passer à l'amélioration, le dernier point dans l'évaluation, c'est la revue de direction. Toujours, c'est passer en revue notre système de management. Toujours c'est une réunion qui va être présidée par la direction et pendant laquelle on va présenter tous les résultats de l'évaluation, que ce soit de la surveillance ou bien de l'audit,
Présenter aussi les actions qui ont été menées suite à l'audit et la liste des non-conformités. Alors, il s'agit d'évaluer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de votre système de management ISO 45001. Considérer l'état des actions précédentes, ça veut dire on va voir l'état d'avancement des actions qui déclinent des revues de direction précédentes et leur efficacité, les enjeux internes et externes. Est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux, par exemple, qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on a déjà pris en considération, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité? Sinon, la conformité, donc les résultats de suivi, des indicateurs, le rapport d'audit, donc toutes ces informations, ils nous permettent, ou bien plutôt c'est des éléments d'entrée de la revue de direction qui permettent une discussion riche et qui va par la suite aboutir à des résultats ou bien à des actions à mettre en œuvre pour améliorer le système de management. Et les ressources, les besoins en ressources, c'est le moment de discuter tout manque de ressources, de besoins. Et lorsqu'on parle de ressources au niveau d'un système de management, donc il s'agit de toute nature de ressources, ressources humaines, financières, infrastructures, environnement du travail et ainsi de suite. Pendant, bien sûr, la revue de direction, comme pour le cas de la qualité également et l'environnement, on fait analyser les tendances en performance, les résultats d'audit, les consultations, par exemple, externes qu'on a fait, et les risques et les dangers. Donc, on discute tout ça dans l'objectif de décider sur des changements, euh, les ressources qu'on va allouer et les actions qu'on va mettre en place pour les intégrer par la suite dans le système. Donc, comme je dis toujours, c'est une préparation pour recommencer le cycle PDCA. Donc, on fait sortir des actions qui vont être de nouveau intégrées dans le système, planifiées, mises en place, et ainsi de suite. Il faut communiquer les décisions aux travailleurs et aux représentants. Donc, il faut communiquer les résultats, par exemple, les actions qu'on a décidées. Ils vont être partagés avec le personnel responsable à l'exécution et par la suite, ces personnes, ils vont déclencher la mise en place. Conserver les preuves documentées parce que la revue de direction, c'est aussi une exigence. Donc, il faut une procédure de revue de direction. Il faut un rapport de revue de direction, bien un compte rendu de revue de direction. Donc, pareil, on a des preuves tangibles que la revue a été bien déroulée. Il s'est bien déroulé et voici, par exemple, les résultats de cette revue de direction. Ça nous ramène directement au dernier chapitre qui est le chapitre 10, amélioration. Tout simplement, c'est un chapitre qui va permettre à l'organisme d'améliorer la situation santé et sécurité et bien sûr de supprimer ou bien de euh, voilà, réduire tout événement indésirable ou bien toute non-conformité. Donc, vous voyez la différence maintenant au niveau déjà du titre. Pour la 9001, on parle de non-conformité et action corrective. Pareil pour la 14001. Pour la 45001, on rajoute le terme événement indésirable. Donc, il s'agit de non-conformité par rapport à la norme, par rapport aux différentes exigences, mais il s'agit aussi de tout événement indésirable qui est aussi une sorte de non-conformité. Par exemple, un incident, une situation à risque, une situation euh, ou bien une situation d'urgence. Donc, on rajoute aussi ici les événements indésirables. Alors, le point 10.1, point de généralité, qui explique en tout cas ce qu'il faut faire au niveau de cette étape d'amélioration, identifier les opportunités d'amélioration. Ça commence déjà dès le chapitre 9. Dès la surveillance
le, l'audit et la revue de direction, on commence déjà à identifier les opportunités d'amélioration. Là, il s'agit de d'avoir préparé une liste des actions et des opportunités d'amélioration à mettre en place pour améliorer la conformité aux exigences de la norme et pour améliorer en général la situation santé et sécurité. Mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés. Donc, il s'agit tout simplement de passer à la mise en place et bien sûr d'atteindre les résultats attendus de cette mise en place. Donc le chapitre 10, c'est un petit chapitre, comme toujours au niveau de la norme. Le point 10 de événements indésirables, non-conformité et action corrective. Alors là, la norme vous dit clairement que l'amélioration dépend d'abord de l'identification des opportunités d'amélioration et de la mise en œuvre des actions, et elle dépend aussi de votre capacité à répondre aux événements indésirables et aux non-conformités. C'est pourquoi il vous impose certaines exigences qui vous permettront de mieux réagir face aux événements indésirables et aux non-conformités et d'en définir des actions correctives. Il vous dit qu'il faut réagir surtout rapidement euh, aux non-conformités et aux événements indésirables. Ça veut dire tout simplement l'idée que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des actions qui nécessitent une planification, mais avant, il faut d'abord réagir à la situation en main. Un accident, donc il faut sécuriser les locaux, il faut donner les premiers secours, il faut voilà, donc il y a toute une procédure à suivre en cas d'accident. Et en cas de non-conformité, par exemple, relative au système de management, donc notamment l'absence d'un document obligatoire, par exemple, on cherche le domaine d'application, on ne le trouve pas. C'est une information documentée. On l'a rédigée, mais euh, faute de maîtrise documentaire, on l'a fait perdu ou bien autre chose. Donc ici, c'est une non-conformité par rapport au système. Donc je remplis une fiche de non-conformité et on cherche des solutions. Ça, c'est juste un exemple entre parenthèses. Mais il faut réagir rapidement aux non-conformités pour assurer une amélioration. Parce que sinon, ça peut être une chaîne de conséquences, une boule de neige. Donc évaluer la nécessité d'actions correctives avec la participation des travailleurs. Alors après avoir réagi, on va consulter et faire participer les travailleurs pour définir des actions correctives qui vont supprimer carrément la cause racine de la non-conformité pour empêcher euh, que ça se reproduise dans le futur. Pareil pour les événements indésirables. Analyser les causes fondamentales et similaires. Revoir les évaluations des risques. Donc, il faut systématiquement revoir et actualiser euh, votre document unique ou bien votre évaluation, fichier d'évaluation des risques ou bien votre AMDEC processus afin voilà, voilà, d'actualiser le document et d'améliorer notre approche par rapport aux risques. Implémenter et évaluer les actions correctives. Même chose, mettre en place les actions, mais aussi les évaluer. Donc, toutes les actions que vous allez décider ici, vous allez les coupler avec des indicateurs ou bien des moyens de surveillance ou de mesurage, de mesures qui permettent par la suite d'évaluer leur efficacité. Conserver et communiquer les preuves documentées. Pareil, chaque non-conformité ou bien chaque événement indésirable va être documenté. Par exemple, lorsqu'il y a un accident ou bien un incident, on remplit normalement une fiche d'accident ou bien une fiche d'incident, ou bien on enregistre sur un registre interne l'accident, le temps de l'accident, il a eu lieu quand est-ce, qui était présent. Je vous envoie un exemple dans le groupe par la suite, donc de description d'un accident et d'un incident. Et pareil pour
les non-conformités. Pour les non-conformités, nous pouvons utiliser celles destinées par exemple aux non-conformités qualité avec quelques modifications. C'est les non-conformités relatives au système dont je parle. Le dernier point de la norme, comme toujours, c'est de l'amélioration continue. Donc ici, on parle d'améliorer la performance SST en général. Toute possibilité d'amélioration. Alors l'amélioration continue, c'est le fait de ne pas s'arrêter ici, mais de recommencer tout le circuit. Dès le chapitre 4, on revoit les enjeux. 4.2, on revoit les parties intéressées, leurs besoins et leurs attentes. 4.3, on revoit le domaine d'application et on apporte toute modification possible si c'est nécessaire. 4.4, on revoit les processus, les procédures, le côté approche processus, les indicateurs des processus, la maîtrise des processus pour apporter les améliorations nécessaires. On passe au chapitre 5. Les engagements de la direction, on les améliore, on les renforce. La politique, les rôles, on redéfinit peut-être les rôles et les responsabilités selon le besoin. Chapitre 7, donc, c'est tout ce qui est ressources, compétences, communication, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est information documentée est aussi sujet d'amélioration. Le chapitre 8, alors les situations d'urgence, l'analyse de danger, la planification d'abord, et puis vous avez finalement revoir également votre, je dirais, évaluation de performance, donc votre chapitre 9, excusez-moi. Chapitre 9, évaluation des performances. Et puis même le chapitre 10, qui est le chapitre amélioration, il va nécessiter une revue et une amélioration. Donc votre capacité à vous améliorer, améliorer votre système, il est aussi sujet d'amélioration. Donc peut-être que les procédures euh, notamment d'amélioration de la performance, ne sont pas adéquates. Peut-être qu'on a besoin de plus de documents et ainsi de suite. Donc, promouvoir la culture SST et la participation des travailleurs et communiquer les résultats de l'amélioration aux travailleurs pour qu'ils soient toujours motivés, voilà, à prendre part dans la démarche santé et sécurité. Et on conserve bien sûr les informations documentées, preuves de toute action d'amélioration continue qu'on va mettre en place. On a notamment la procédure d'amélioration continue comme document qui peut être associé à ça. Donc il y a toute une démarche d'amélioration, pas d'amélioration continue, mais en général d'amélioration de votre système SST. Donc pareil, vous avez une procédure modèle. L'objectif, c'est de définir les étapes qui permettent d'assurer l'amélioration continue de votre système conformément aux exigences du chapitre 10. Il s'applique euh, au tout système de management santé et sécurité, incluant toutes les activités, les processus, les sites et les collaborateurs. Puis vous avez les références, ça veut dire les documents sur lesquels on pose pour concevoir la procédure, l'ISO 45001 chapitre 10, la liste des non-conformités et actions correctives, la revue de direction et l'évaluation de la performance. On définit toujours les responsabilités. Et puis vous avez le déroulement de la procédure. Tout le monde normalement est concerné par l'amélioration et l'amélioration continue. Mais c'est vrai que c'est le responsable HSE ou bien QSE qui prend en charge le suivi, l'animation de la démarche d'amélioration et il s'assure que toutes les exigences du chapitre 10 sont bien déclinées en pratique. Le déroulement de la procédure, alors on fait identifier toutes les opportunités d'amélioration, soit par exemple durant l'audit. Les résultats d'audit interne et externe me permettent d'identifier les points sur lesquels nous pouvons réaliser des progrès. Suite aux incidents, accidents et presque accidents, après chaque événement indésirable
et chaque non-conformité, euh, nous pouvons détecter certaines pistes d'amélioration, des observations sur le terrain tout simplement, mais aussi, je rajoute, des observations de l'environnement autour, des concurrents, les recherches, par exemple, les dernières recherches en matière de la santé et la sécurité. Donc, ça permet aussi les conférences, par exemple, se présenter à certaines conférences ou bien à certaines activités, voilà, qui parlent de la santé et la sécurité. Donc, l'observation sur le terrain et surtout la communication avec le milieu externe également. Retour du personnel, comme les boîtes à idées notamment, et les réunions. Revue de direction aussi. Donc, ça permet de tout simplement de détecter toute possibilité d'amélioration, suivi des indicateurs et finalement l'analyse des causes profondes de nos conformités. Donc, tout ça, ce sont des activités ou bien des points qui vous permettent de détecter les moyens d'amélioration. Sinon, le traitement des non-conformités des actions et la définition des actions correctives, donc il s'agit d'enregistrer toute non-conformité qui va avoir lieu ou bien tout événement indésirable. Ça vous permet de construire l'historique de l'organisme. L'historique, ça veut dire l'historique en matière de d'accident et en matière de non-conformité. Euh, on peut protéger l'information, enregistrer l'information. Donc comme ça, on va utiliser ces données par la suite pour les analyser, pour tirer profit de l'expérience de l'organisme. L'analyse des causes de chaque non-conformité, c'est très utile pour trouver des solutions. Par exemple, la méthode 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa ou bien les autres outils qualité, définition des actions correctives qui permettent de supprimer ces causes identifiées, et puis la mise en œuvre de ces actions et l'évaluation de leur efficacité. Toujours ça, j'insiste parce que la norme insiste. Donc l'évaluation de l'efficacité des actions menées avant leur validation euh, par la suite. Le point 5.3 dans le déroulement de la procédure, c'est la mise en œuvre des améliorations continues. Ça veut dire que les actions qu'on va mettre en place, ils doivent être insérés euh, comme des bonnes pratiques. Donc, le responsable HSE ou bien QSE, il doit veiller en ce que les actions positives vont devenir des bonnes pratiques. Ça va devenir une activité banalisée dans l'entreprise, si je peux dire ça. Ça veut dire que ça va devenir naturellement intégré, ce qui va augmenter la culture santé et sécurité. Moderniser les processus ou les équipements, selon, ça va dépendre de la capacité, bien sûr, de l'organisme. Former le personnel, adapter la politique, former le personnel parce que, et si on parle de nouvelles actions qui vont être intégrées, donc pour les réussir, il faut que le personnel soit impliqué, adapter la politique ou les objectifs SST si nécessaire. Ça veut dire parfois lorsqu'on fait des améliorations continues, même la politique et les objectifs, ils peuvent changer, s'actualiser. Déployer des campagnes de sensibilisation ciblées. Le point 5.4, c'est la revue de l'efficacité des actions que nous avons menées via les indicateurs. Ça veut dire, on recommence le cycle, ça veut dire en arrivant, par exemple, au chapitre 9, évaluation des performances. Normalement, en arrivant au chapitre 9, on a toutes les données sur l'efficacité des actions pour évaluer ces actions. Donc, lorsque je mets en place l'action, je couple avec un indicateur d'efficacité. Et lorsque le cycle revient à nouveau au chapitre 9, j'analyse ces données et je décide de l'efficacité des actions.
Sinon, il y a des actions qui nécessitent une période, par exemple, courte pour la valider et pour s'assurer de son efficacité. Là aussi, on n'attend pas, bien sûr, l'étape évaluation forcément, mais on fait l'évaluation au moment opportun. Vérification lors des audits, évaluation lors des revues de direction et consultation des travailleurs. L'efficacité aussi, ça se mesure par l'avis des travailleurs sur la nouvelle action qu'on a mis en place pour protéger leur sécurité et leur santé. Et finalement, vous pouvez coupler ou bien annexer plutôt cette procédure avec une liste d'enregistrement, fiche de non-conformité. Comme ça, à chaque fois, on a un modèle à remplir lorsqu'on détecte une non-conformité, plan d'action, modèle de compte rendu de réunion, par exemple SST, rapport de revue de direction et registre des suggestions et d'actions d'amélioration. Sinon, cette procédure va être revue ou bien changée suite à chaque changement significatif, évolution réglementaire ou bien retour d'expérience majeure. Ça veut dire même la procédure d'amélioration est sujet d'une amélioration selon bien sûr les, les résultats pratiques de cette amélioration en question. Alors avec cette procédure, on clôture le module ISO 45001 version 2018. Donc, on va par la suite procéder avec voilà, l'explication des catégories de danger parce que c'est important et indispensable pour la santé et la sécurité de connaître les différentes catégories de danger. La séance d'après, on va consulter une checklist qui se base sur la réglementation qui permet de nous aider au niveau de l'audit, l'audit pratique, santé et sécurité. Et après, on va décider est-ce qu'on va faire d'abord l'étude de cas ou bien est-ce qu'on va passer au module suivant qui est l'ISO 22000, un module qui vous a été bien sûr offert comme on a discuté dans notre groupe. Sinon, pour le moment, je vous remercie énormément de votre attention et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, pour discuter des catégories des dangers, santé et sécurité au travail. Très bonne soirée à vous et à demain. Oui, les classes de feu, d'accord. Donc, on intègre les classes de feu également au niveau euh, de- des catégories de danger demain, Inch'Allah.